répliquait on vous raconte des bêtises. Vos généraux maréchal vous racontent des bêtises. La situation sur le terrain tourne au désastre. Un avocat franco-libanais, né 30 ans, reçu par le maréchal Mobutu dans son bureau de Kinshasa, au moment précis où son régime commence à s'effondrer. En quelques mois, l'homme qui dirige ce pays depuis 30 ans perd une ville, puis une autre, puis l'armée elle-même. Et pendant ces temps, à Paris, un seul homme fait la navette entre l'Élysée et Kinshasa pour tenter de le sauver. Ces soirs-là, l'avocat lui dit une phrase que Mobutu ne peut pas entendre. Et à la fin de cette enquête, tu vas comprendre pourquoi cette phrase, personne ne l'a écoutée à temps, ni à Kinshasa, ni à Paris. Il s'appelle Robert Bourguet, avocat franco-libanais, fils d'un compagnon de route du général de Gaulle, formé par Jacques Foccart lui-même, l'homme qui a inventé la France-Afrique. Pendant plus de 30 ans, Bourguet a été l'intermédiaire discret entre l'Élysée et une dizaine de chefs d'État africains. Et en 1997, il se retrouve au cœur des derniers mois du régime de Mobutu. Mais attention, Robert Bourguet est un témoin privilégié de cette période. Pas un juge, pas un historien. Son récit reste son récit. Alors, dans cette enquête, on ne va pas faire Bourguet dit, donc c'est vrai. On va faire Bourguet dit, pourquoi dit-il? Et qu'est-ce que les archives permettent réellement de confirmer? Pour comprendre ce qu'il fait dans le bureau de Mobutu ce jour-là, il faut remonter 4 ans plus tôt. Il n'avait pas conscience de la réalité du danger que faisait peser cette rébellion qui n'était pas un épiphénomène, hein, c'était pas quelque chose de minime. J'entends encore l'intonation de sa voix. Robert, je connais Kabila. C'est rien. C'est un petit trafiquant sur les hauteurs au-dessus de Goma et autres. Il vit de contrebande et autres. Je dis, maréchal, je crois que vous n'êtes pas conscient du danger. Je ne sais pas qui est Kabila, je n'en ai jamais entendu parler, mais il est à la tête d'une armée. C'est pas une bande de rebelles. Il est à la tête de bandes, de bataillons organisés, disciplinés, déterminés. Et derrière lui, il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda et il y a, je crois, les Américains. J'ai voulu vérifier une chose en préparant cette vidéo. À quel moment exactement Bourguet entre-t-il dans l'entourage de Mobutu? Les sources ne s'accordent pas totalement. Certaines placent la rencontre au début des années 1990, d'autres en 1993. À la veille du sommet de la francophonie à Maurice, c'est là, en tout cas, que la relation commence vraiment. Ces années-là, à Kinshasa, le pays vit dans une contradiction permanente. Un maréchal richissime, un peuple qui n'a plus de monnaie stable. Les zaïrs s'effondrent, l'hyperinflation dévore les salaires et un pouvoir parlementaire. La conférence nationale souveraine qui harcèle Mobutu depuis des années sans jamais réussir à les renverser. Et à Paris, Jean Foccart s'inquiète. Pas par affection pour Mobutu, par calcul. Les Zaïre, c'est les plus grands pays francophones d'Afrique. Et autour de lui, des voisins anglophones, les Rwanda, l'Ouganda, qui montent en puissance. Pour Foccart, laisser tomber Mobutu, c'est laisser une brèche
s'ouvrir dans les précarés français. Bourgui devient l'un des relais de cette stratégie. Il pousse avec Foccart pour la nomination d'un premier ministre acceptable pour Paris, Kengo Wadondo. Nommé en juillet 1994, une nomination obtenue contre l'avis d'une partie de l'entourage de Mobutu lui-même. Robert, je connais Kabila, c'est rien. C'est que lui répond Mobutu quand la question d'une rébellion à l'est du pays est évoquée. Une phrase qui correspond, elle, à un fait solidement établi. Mobutu, en 1996, ne prend pas au sérieux ce qui se prépare à la frontière Est. Où en sont les choses sur le plan militaire? Je cite fidèlement Mobutu, qui me le rapporte. Monsieur le secrétaire général, j'ai un rapport de mes généraux. Tout va bien sur le terrain. Et le président Mobutu, de s'entendre répliquer, on vous raconte des bêtises. Vos généraux, maréchal, vous racontent des bêtises. La situation sur le terrain tourne au désastre pour vos troupes. Vous n'avez plus d'armée. Votre garde, la fameuse DSP, c'est du bidon. Et pour comprendre à quel point cette phrase est une erreur des calculs, il faut savoir de qui Mobutu parle exactement. Qui est ce Kabila que Mobutu connaît? 30 ans plus tôt, Laurent Désiré Kabila a déjà combattu Mobutu en 1965 dans les montagnes des Fizi-Baraka, au sud Kivu. Il dirige un maquis marxiste censé poursuivre la rébellion lumumbiste. C'est là que Che Guevara vient les rencontrer pour tenter d'organiser la lutte armée. J'ai voulu vérifier ce que Che Guevara pensait réellement de lui et les jugements, une fois retrouvés et sans appel. Dans ses carnets congolais, les Che est d'abord séduit, puis déçu. Il reproche à Kabila d'être constamment absent du front, puis présent dans les capitales d'Afrique de l'Est, Nairobi, Dar es Salaam, que dans son propre maquis. Sa conclusion, documentée, Kabila et son groupe ressemblent davantage à des contrebandiers qu'à des révolutionnaires. Les maquis d'Ewabora survivent tant bien que mal jusqu'en 1988, année où ils s'effondrent. Kabila, lui, disparaît des radars politiques. Pendant près d'une décennie, on les retrouve en Tanzanie, non pas en train de préparer une révolution, mais en train de vendre de l'or. C'est cet homme-là que Mobutu croit connaître en 1996, un ancien rebelle marginal, sans troupes, sans réseau, oublié de la conférence nationale souveraine elle-même, qui n'a même pas jugé utile de l'inviter à table des opposants. Ce que Mobutu ignore ou refuse de voir, c'est que ces Kabila-là n'existent déjà plus. Entre 1994 et 1996 à Kampala, puis à Kigali, Kabila retrouve d'anciens contacts, Yoweri Museveni, qu'il connaît depuis des années 1970, puis par son intermédiaire Paul Kagame. Le 18 octobre 1996, à Gisenyi, il signe le protocole qui fait de lui le porte-parole d'une nouvelle coalition, l'FDL. Mais sur les terrains, la réalité est brutale. Cette alliance est officiellement congolaise et en réalité conçue, équipée sous la direction d'officiers comme James Kabarebe. Kabila fournit un visage, une légitimité historique des vieux leaders anti-Mobutu. Kigali et Kampala fournissent les armes, la logistique et la stratégie militaire. Et c'est là, je crois, que se joue l'erreur de Mobutu. Il continue de voir l'homme isolé des fils des Baraka. Les contrebandiers que décrivait déjà Che Guevara 30 ans plus tôt, il ne voit pas que cet homme-là est désormais entouré, pas par des Congolais qu'il pourrait acheter ou infiltrer, comme il a toujours fait, mais par deux armées étrangères
organisés, aguerris et qui ont leur propre intérêt à les faire gagner. La phrase n'est pas fausse sur l'homme de 1985. Elle est fatale sur l'homme de 1996. Changez de chef d'état-major. Enlevez ce que l'on vous demande d'enlever. Nommez Maélé. Pour comprendre comment ces vieux contrebandiers des Fizi Baraka deviennent en quelques mois les chefs d'une armée capable de renverser Mobutu, il faut regarder ce qui se passe réellement à l'Est depuis le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Plus d'1 million de réfugiés Hutus, dont l'ancien milicien Interahamwe, se sont installés dans des camps au Kivu, sur les sols zaïrois. Les nouveaux pouvoirs de Kigali, dirigés par Paul Kagame, considèrent ces camps comme une menace directe. L'Ouganda de Yoweri Museveni partage cette inquiétude. Mobutu, en octobre 1996, parle d'une simple rébellion locale. Un mois plus tard, l'FDL contrôle déjà Goma et Bukavu. Pendant ces temps, à Kinshasa, la vie continue comme si de rien n'était. On roule en Mercedes dans les rues de la Gombe. Les palais de Badolite tournent encore en plein régime avec un aéroport privé capable d'accueillir les Concordes. La distance entre le pouvoir et la guerre qui approche est presque totale. L'armée zaïroise, les FAZ, n'a plus été payée régulièrement depuis des années. Sous-équipée, minée par la corruption des officiers, elle recule sans vraiment combattre. Mobutu fait appel à des mercenaires serbes et la garde présidentielle, la fameuse DSP. Ça ne suffit pas. C'est dans ce contexte que Bourgui, selon son propre récit, se retrouve face à Mobutu pour lui dire une chose que personne à Kinshasa n'ose formuler aussi directement. Vous voyez cette phrase à l'écran. Vous n'avez plus d'armée. Selon Bourgui, c'est ce qu'il tente de faire comprendre à Mobutu à ce moment-là, qui en revanche est vérifiable dans les archives militaires et journalistiques de l'époque, c'est le constat lui-même. Au début de 1997, l'armée zaïroise n'existe plus comme force de combat organisée. Et c'est précisément ces diagnostics-là que Mobutu refuse d'entendre de la bouche de son propre entourage. Dupin, en temps réel, à l'Élysée, et je lui ai dit je viens d'avoir Mobutu, Kisangani est tombé. Je ne sais pas si vous connaissez Dominique de Villepin, un homme carré, hein, sec, vous savez. Et il m'a dit de cette voix métallique, il m'a dit eh bien, mon petit gars, c'est foutu. Le 15 mars 1997, Kisangani, troisième ville du pays, verrou stratégique du Haut-Zaïre, tombe aux mains de l'AFDEL. La ville n'a même pas vraiment été défendue. La veille, les mercenaires serbes et une partie des officiers zaïrois ont pris 4 hélicoptères pour fuir, abandonnant la première ligne à des combattants Hutus mal ravitaillés. Kisangani, c'est la ville où Mobutu avait promis, mot pour mot, selon ses proches, qu'elle ne tomberait jamais. 3 jours plus tard, sous la pression, le gouvernement de Kengo Adondo est destitué. Selon les récits de Bourgui, c'est ce moment-là qu'il passe un appel à Paris pour annoncer la nouvelle. Le président me regardait. J'avais appris en 4 années à décoder son regard. Une grande souffrance, une grande détresse, une grande solitude. Et aussi, quelque part, la volonté d'en finir. D'en finir. Voilà. Et quand ce soir-là, Kabila n'est pas venu, un hélicoptère faisait aller et venait, on montait, on descendait, on montait, on descendait. En avril, Lubumbashi tombe à son tour. L'FDL est désormais à moins de 100 km de Kinshasa. Mobutu, de retour au pays, malade, diminué, tente une dernière carte politique.
Il nomme son adversaire historique, Étienne Tshisekedi, au poste de Premier ministre. Kabila refuse d'entrer dans ce gouvernement. Il n'a plus besoin de négocier. Il gagne sur les terrains. Je pensais avoir compris à quel point la situation était désespérée. Puis j'ai regardé les images de la rencontre qui va suivre. Et c'est là que tout devient visible d'un coup. Le 4 mai 1997, sous la médiation de Nelson Mandela, Mobutu et Kabila se rencontrent pour la première et la dernière fois, depuis les débuts de la guerre. Les lieux choisis est un navire des guerres sud-africains, les SAS ou Tenika, ancré au large de Pointe-Noire en eau neutre. La scène, à elle seule, raconte tout. Les médecins de Mobutu lui interdisent l'hélicoptère à cause des vibrations. Il ne peut pas non plus gravir les 31 marches de la coupée du navire. Il faut 5 heures de tractation, rien que pour organiser sa montée au bord finalement en limousine, engouffré directement dans les cales du bateau. D'un côté, un homme qu'on doit littéralement porter jusqu'à la table des négociations. De l'autre, Kabila jubilatoire sur la victoire qui exige de diriger seul la transition. Mobutu propose un cessez-le-feu. Kabila les refuse. L'entretien dure 90 minutes et ne débouche sur rien. 12 jours plus tard, le 16 mai 1997, après 32 ans de pouvoir sans partage, Mobutu Sese Seko quitte Kinshasa pour Badolit, puis pour l'exil. Le lendemain, les troupes de Kabila entrent dans la capitale presque sans tirer un coup de feu. La chute de Mobutu ne s'est pas jouée en une seule journée sur ces bateaux. Elle s'est construite pendant des mois, sous les yeux de ceux qui étaient encore autour de lui, et sous les yeux aussi de ceux qui, à Paris, avaient les moyens d'agir plus tôt et qui ont hésité. Robert Bourgui n'a pas sauvé Mobutu, il n'a jamais prétendu l'avoir fait, mais son témoignage nous met à la place exacte d'où l'on pouvait voir venir l'effondrement. Et l'on voit avec lui à quel point le pouvoir, quand il refuse d'entendre ce qu'on lui dit, finit toujours par l'apprendre autrement. Si cette façon de regarder notre histoire vous intéresse, restez avec nous parce que c'est que vivait l'entourage de Mobutu à l'intérieur du palais pendant cette même période, c'est une autre enquête directement liée à celle-ci et elle vous attend juste ici.